Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 20 janvier. Au sommaire cette semaine, 5 articles. L'essor de l'économie de l'abonnement à lire sur e-marketing.fr. Le marché mondial de la seconde main pèse désormais 105 milliards d'euros à lire sur e-commercemag.fr. Objectif, résultat, budget, tout savoir du marketing d'influence à lire sur le JDN. Le commerçant Mano Mano crée son score carbone pour le bricolage, à lire sur la revue du digital.com. Et enfin, Shein figure en tête des marques les plus populaires au monde, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime les chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 156 dans lequel je reçois Jérôme Mercier, CEO de Campings.com, leader européen de la réservation d'hébergement en plein air. Avec lui, on revient sur la récente levée de fonds de 27 millions d'euros et de l'acquisition de son concurrent néerlandais qui devrait porter le volume d'affaires à plus de 200 millions d'euros en 2023. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. L'essor de l'économie de l'abonnement à lire sur e-marketing.fr en date du 17 janvier. Depuis quelques années, l'économie de l'abonnement connaît un essor important. Les entreprises ne proposent plus simplement une offre de produits ou de services, mais une meilleure expérience client. On ne vend plus une machine, mais la garantie d'une protection non interrompue par des pannes. On ne vend plus des CD, mais l'accès continu à de la musique. Il n'est donc plus question de transactions court terme, mais de relations long terme. Le modèle existe depuis longtemps dans la téléphonie avec les forfaits mobiles, mais plus récemment, il s'est étendu à tous les secteurs d'activité, à tous les types de produits. La tendance est plus marquée depuis 2020. La période Covid a contribué à cette accélération en bousculant les habitudes de tous les consommateurs. Par ailleurs, on assiste depuis peu à un changement des mentalités. Le client ne cherche plus à posséder, mais à avoir ses besoins satisfaits via une expérience simple et fluide. L'usage l'emporte sur l'achat. En d'autres termes, l'utilisation prime sur la propriété. L'entreprise, de son côté, est en mesure de maximiser la lifetime value de ses clients, lui permettant de générer davantage de revenus. De toute façon, plus linéaire, avec un chiffre d'affaires récurrent impliquant une meilleure prédictibilité et une meilleure gestion financière. Ces évolutions et bénéfices expliquent l'événement de cette nouvelle économie qui devient peu à peu incontournable. Mais concevoir avec succès des produits commercialisés sous ces abonnements passe par une transformation en profondeur de l'entreprise. L'économie de l'abonnement, des services à l'industrie en passant par les produits de grande consommation. Les modèles d'abonnement ont été initiés pour des services dématérialisés à l'instar de Netflix, pionnier de l'industrie des médias dans l'abonnement, ou encore des services software B2B du type Salesforce. Depuis, des entreprises ont lancé des services digitaux en complément de leur offre produit afin de couvrir davantage les besoins de leurs clients. Fender est un des bons exemples, en constatant que beaucoup de leurs acheteurs de guitares arrêtaient d'en jouer rapidement car l'apprentissage n'était pas facile. Ils ont décidé de lancer Fender Play, un service vidéo en ligne par abonnement d'apprentissage de l'instrument. Les guitaristes amateurs peuvent jouer leurs propres accords rapidement, leur motivation reste intacte et leur fidélité à Fender aussi. Il ne faudrait cependant pas cantonner l'économie de l'abonnement à la dématérialisation du produit ou la création de services digitaux complémentaires. Dernièrement, elle a commencé à toucher de nombreuses industries reposant sur la vente de produits physiques. Par exemple, le Petit Ballon propose depuis mai 2018 un abonnement pour recevoir des bouteilles de vin chaque mois chez soi. Ce sont donc toutes les entreprises et tous les secteurs qui sont concernés par l'économie de l'abonnement. Les bénéfices clients
expérience et personnalisation. Dans le contexte économique actuel, le client porte une attention particulière à l'expérience proposée et aux bénéfices inhérents. Il ne garde que ce qui correspond vraiment à leurs besoins. Ainsi, l'entreprise est en mesure d'asseoir sa position concurrentielle, de mieux fidéliser ses clients et même d'adresser de nouveaux segments. Pour réussir dans l'économie de l'abonnement, plusieurs impacts sur le fonctionnement de l'entreprise sont à anticiper. Une révolution pour tous les métiers de l'entreprise. Pour commencer, il est capital de partir des besoins et pain points clients lors de la conception et de l'ajustement de son offre afin d'y apporter une forte valeur ajoutée. Y parvenir nécessite de mettre en place de nouvelles méthodologies d'études de marché et de Customer Analytics. La donnée joue à ce titre un rôle critique. Elle est fondamentale dans l'économie de l'abonnement. Il est aussi important d'adapter son modèle d'innovation en introduisant plus d'agilité et de rapidité grâce aux méthodologies de User-Based Design Thinking et au concept de MVP et de test itération rapide. L'objectif est de créer une vraie proposition de valeur client, CVP, dans laquelle chaque élément de l'offre participe à l'expérience. Ensuite, une adaptation de la stratégie de définition des prix est nécessaire en utilisant un modèle de value-based pricing plutôt qu'un modèle traditionnel. Il s'agit de partir de la valeur client perçue pour concevoir les caractéristiques de l'offre et de son prix. Le value-based pricing permet de proposer des options de package différents selon les segments identifiés et d'optimiser la pénétration du service, sa rentabilité et le cross-selling. La commercialisation de l'offre d'abonnement nécessite aussi une adaptation des outils et des process de l'entreprise. La plateforme e-commerce est au cœur de cette transformation. Elle requiert des caractéristiques spécifiques au modèle de l'abonnement. Par exemple, le module de souscription devra comporter l'activation de l'option d'abonnement uniquement sur les produits ou services sélectionnés, la collecte automatique du paiement et la facturation automatique selon un échéancier déterminé. Par ailleurs, il sera indispensable de disposer de rapports et d'indicateurs de performance propres à la souscription, nombre d'abonnés actifs par mois, revenu moyen par abonné, etc., directement issus du module de souscription ou au travers des outils de reporting ou de BI de l'entreprise. De fait, l'entreprise, partant d'une feuille blanche, devra investir dans la mise en œuvre d'une plateforme e-commerce complète afin d'établir sa présence en ligne. Dans le commerce traditionnel, l'acte de vente s'arrête souvent à l'acte d'achat. Dans l'économie de l'abonnement, le client s'abonne pour accéder à une expérience. La relation est continue. Les systèmes vente et marketing sont donc également impactés. Côté vente, le système d'incentive doit donc devenir récurrent et s'adapter. Ne pas motiver son réseau par des primes spécifiques, services digitaux, est très souvent le facteur bloquant pour l'essor de tels services. Côté marketing, l'adoption de modèles de fidélisation et de campagnes plus poussées est fortement recommandée. Il s'agit de se doter d'une base de données clients, CDP, 360, mais aussi des technologies permettant des recommandations hyper personnalisées et en temps réel. Disposer d'offres packagées et customisables est donc un impératif afin d'être en mesure de proposer des options variées en termes de livraison, de période d'essai, de modalités d'engagement ou de désengagement, etc. Pour conclure, toute bonne campagne nécessite la compréhension de la totalité du contexte client grâce à une architecture omnicanale. En effet, l'expérience proposée doit être continuellement enrichie pour apporter de la valeur aux abonnés. C'est le seul moyen de fidéliser et de conquérir de nouveaux utilisateurs aux besoins en perpétuelle évolution. Bonne nouvelle, l'abonnement implique une utilisation régulière du produit et du service. Cette récurrence d'usage est l'opportunité de disposer d'une source constante de données clients. La compréhension initiale des besoins, segments, personas, parcours clients et pain points est nécessaire mais n'est souvent pas suffisante. L'acquisition d'outils d'intelligence artificielle et d'outils automatisés de création de parcours ou de profil client en temps réel permet de faire évoluer sa proposition d'abonnement en continuant toujours à apporter la valeur recherchée. Enfin, l'économie de l'abonnement impacte aussi les domaines financiers et comptables et nécessite de nouveaux indicateurs pour mesurer vraiment les bénéfices, au risque d'arrêter l'évolution du modèle si de nouveaux indicateurs de performance ne sont pas adoptés. Il existe 7 indicateurs clés de l'économie de l'abonnement, mais aussi 6 niveaux de maturité pour profiter de tous les bénéfices cités.
Le marché mondial de la seconde main pèse désormais 105 milliards d'euros, à lire sur e-commercemag.fr en date du 17 janvier. Dans un contexte de prise de conscience écologique et de transformation des modes de consommation, le marché mondial de l'occasion connaît une croissance de 22% par rapport à l'année 2020. La demande de produits d'occasion affiche une nette augmentation. Près de la moitié des Français a acheté au moins un produit d'occasion au cours des 12 derniers mois, selon la récente étude Triparty. Cette même étude révèle que 70% des consommateurs ont déjà acheté des vêtements ou des accessoires de seconde main. Un sondé sur 5 a déjà revendu son smartphone sur le marché de l'occasion. Le marché C2C, une opportunité pour les acteurs du commerce. Aujourd'hui, le marché de la seconde main représente une véritable opportunité de développement pour le secteur du commerce. Il doit néanmoins encore trouver son modèle économique et écologique, avec notamment l'impact de la multiplication des colis et des livraisons, explique Julien Miniconi, directeur de Wavestone. La concurrence entre les pure players de l'occasion et les distributeurs traditionnels s'intensifie depuis que la plupart des commerçants sont désormais présents sur le marché de l'occasion. Pour ces derniers, la vente de produits d'occasion représente une véritable opportunité et permet de réveiller une partie de la clientèle qui ne venait plus en magasin ou sur le site e-commerce de la marque. En effet, la plupart d'entre eux ont déjà des marketplaces et disposent de la plupart des outils pour se lancer rapidement dans de bonnes conditions sur le marché de la seconde main. Un marché à la recherche de son modèle économique, le C2C peut permettre d'attirer de nouveaux clients dans les magasins physiques de la marque, même si le développement des achats entre particuliers est bridé par les risques qu'il comporte et le manque de confiance entre les utilisateurs, regrette Victorien de Doncker, président de Triparty. Désormais ancrée dans le quotidien des Français, la vente d'occasion doit trouver un moyen d'atteindre la rentabilité pour pérenniser sa place sur le marché. Pour ce faire, il existe de nombreuses sources de revenus supplémentaires, comme la mise en place de commissions sur le volume des ventes. Cela revient à léguer un pourcentage du prix de vente en contrepartie des services et de la protection fournie à l'utilisateur. Objectif, résultat, budget, tout savoir du marketing d'influence, à lire sur le JDN en date du 18 janvier. Ce marché, désormais bien structuré, offre aux annonceurs des audiences qualifiées à des budgets moindres que ceux de la télévision ou de la radio, avec des résultats facilement exploitables. En version assommante, le marketing d'influence se définit comme l'utilisation du potentiel de recommandation d'un influenceur par un annonceur. Résumé par Fanny Bonodo, influenceur manager senior chez l'agence créative We Are Social. Il est avant tout un moyen de remplacer ou d'amplifier la prise de parole média. Quelle que soit sa définition, le marketing d'influence fait encore peur à certaines marques qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires en interne. Quechua, la marque du distributeur d'équipements sportifs Decathlon, a choisi de se faire accompagner par Reach, une agence spécialisée en influence marketing, pour sa campagne d'influence, sortie à l'été 2022. Qui vante les mérites de sa tente 2 secondes Easy sur les réseaux sociaux. Nous avons commercialisé ce produit pendant la pandémie 2020 et nous avions prévu une campagne en 2022 pour présenter la nouvelle version 3 personnes. L'objectif était double, d'un côté mettre en avant la qualité du produit, de l'autre en accroître la visibilité auprès d'une audience large et outdoor sur les marchés français, allemands et américains, explique Pénélope Sentier, responsable communication chez Quechua. La marque de Decathlon a fait appel à Reach afin d'être accompagnée dans le choix de l'identification des influenceurs et pouvoir s'appuyer sur l'expertise en influence de l'agence, ajoute Pénélope Sentier. Un marché structuré et pour tous. Chance pour les marques, le marché s'est rapidement professionnalisé à partir de 2015-2016 quand les blogueurs sont devenus des influenceurs, analyse Guillaume Doki-Tonon, le CEO et fondateur de Reach. D'un côté, les agences d'influence accompagnent les annonceurs et les marques dans leurs campagnes, et de l'autre, les agences d'influenceurs gèrent la carrière de ces personnages publics. Le plus gros influenceur est de plus en plus
et de plus en plus de petits sont représentés. Certains influenceurs sont représentés par des proches. C'est encore parfois artisanal, note Guillaume Doki-Tonon. Les campagnes d'influence partent toujours des objectifs fixés par les annonceurs. Le tunnel est classique. Nous allons chercher soit de la notoriété, de la considération et de l'engagement, et donc fédérer autour d'une marque, soit à convertir, c'est-à-dire faire en sorte que les gens achètent, explique Anaëlle Assaraf, CEO et cofondatrice de Sparkle, une agence créative qui déploie des campagnes sur TikTok. Tous les objectifs publicitaires peuvent être travaillés, mais faire du multi-objectif n'est pas conseillé. Par exemple, il ne faut pas faire de la vente par code promo si vous n'êtes pas encore connu. Vous ne devez pas sauter des étapes, ajoute Guillaume Doki-Tonon. Pour Fanny Bonodo de We Are Social, ces objectifs vont conduire à choisir entre 4 grands types d'activation. 1. Le ponctuel ou seeding, qui va se traduire par l'envoi de produits aux influenceurs qui vont les tester derrière. 2. La co-création de contenu avec un influenceur lors d'une sortie d'un produit, d'un film ou d'une série. Cela peut se traduire aussi par une invitation à un événement. 3. L'expérience avec un produit spécifique qui s'utilise dans des conditions particulières. Il peut s'agir d'essayer une nouvelle paire de baskets de running ou pratiquer une activité dédiée au produit. 4. Avec un contrat à long terme, l'influenceur peut devenir ambassadeur et représenter l'image de la marque pendant 1 an par exemple. Il va être invité aux événements et parler de ses produits. L'influence se passe principalement sur Instagram. Ce réseau est le leader incontesté, privilégié par 96% des annonceurs devant le challenger TikTok qui enregistre une énorme croissance, détaille Guillaume Doki-Tonon. Certains influenceurs hésitent encore à passer le pas d'Instagram à TikTok car ce réseau nécessite de l'expertise et de la compréhension. Il faut en adopter les codes avec un montage dynamique. Pour certains influenceurs, la question se pose encore. Des têtes d'affiche d'Instagram tâtonnent sur TikTok, quand d'autres, comme Carla Ginola, qui était déjà présente sur Instagram, performent, continue Annabelle Assaraf. Il y a aussi YouTube, Twitch et même Pinterest. Ce dernier est un super réseau sur l'intention d'achat. Les boards sont presque des to-do list pour les utilisateurs. Il ne faut pas aller chercher des gros influenceurs, mais des influenceurs légitimes, conseille Guillaume Doki-Tonon. Avantage de la multiplicité des réseaux, activation et influenceurs, toutes les marques et tous les annonceurs peuvent s'essayer à l'influence. Nous avons par exemple monté une campagne de promotion immobilière qui nous a permis de vendre 2 appartements. Avec Schneider Electric, nous avons travaillé avec un influenceur qui fait des tutoriels d'installation de compteurs électriques et avec Michelin pour des pneus de camion avec un influenceur néerlandais spécialiste du sujet, raconte Guillaume Doki-Tonon. L'objectif va être de choisir des influenceurs qui vont coller au discours de la marque. Pour choisir un influenceur, nous regardons son ton, sa ligne éditoriale, ses taux d'engagement, en parallèle les objectifs de la marque. Le tout forme un ensemble qui permet de trouver le bon influenceur dans le but de co-créer avec lui, résume Fanny Bonodo. Un seul KPI, plusieurs budgets. Pour évaluer une campagne d'influence, le KPI le plus regardé est le taux d'engagement. La taille des communautés ne sert pas car il faut estimer les vrais followers et ceux qui sont engagés. L'engagement va se calculer à partir des likes, des partages et des commentaires rapportés à la taille de la communauté. On regarde aussi les impressions, la portée et les ventes en traquant des liens ou des codes promo pour voir le trafic généré. Précision par Annabelle Assaraf. Sur TikTok, nous regardons les vues de la vidéo alors que sur Instagram, nous comptons sur la communauté de l'influenceur. Sur TikTok, la vidéo doit plaire à tout le monde. La qualité des commentaires est aussi à prendre en compte. Si une vidéo a 20 000 vues, mais que seuls 150 commentaires font référence à la marque, ce n'est pas bon. Il va falloir analyser la qualité des commentaires, ajoute Fanny Bonodo. La campagne menée par Quechua et Rich sur Instagram pour l'attente 2 secondes easy a généré 3,5 millions d'impressions, 1,2 million de vues uniques et
43 000 engagements. Attention toutefois, Guillaume Doquitonon alerte sur les KPI hallucinants de TikTok qui représentent parfois 2 fois la France. Le réseau social ne respecte pas les normes IAB, Interactive Advertising Bureau, qui harmonise le décompte des vues par exemple et peut donc décompter des vues à partir de 0 secondes. Si on veut que la marque soit numéro 1 et qu'on a un petit budget, ce n'est pas cohérent. Le coût dépend de la taille de la communauté, de la plateforme, de la complexité des déplacements à inclure ou pas. Tout budget est possible, juge Fanny Bonodo. Pour Guillaume Doquitonon, il faut mieux tester tous les réseaux au début pour voir comment les cibles répondent et investir ensuite. Nous pouvons faire un test pour 50 000 €, ce qui équivaudrait à 1 million d'euros dépensés en télévision. C'est déjà un bon budget moyen pour faire de belles campagnes et tester les leviers. Il n'y a donc pas de barrière à l'entrée. Un petit budget sur du seeding avec une bonne stratégie peut fonctionner. Il ne faut pas 1 million d'euros pour faire une bonne campagne. Conclut Fanny Bonodo. À vous de jouer. Le e-commerçant ManoMano crée son score carbone pour le bricolage, à lire sur la revuedudigital.com en date du 19 janvier. ManoMano, e-commerçant du secteur du bricolage, de la maison et du jardin, lance son Carbon Score. Il s'agit d'un outil de mesure de l'empreinte carbone des produits de son catalogue. Lancement officiel du Carbon Score en avril 2023. ManoMano est ambitieux car il veut proposer un des premiers indicateurs carbone du secteur du bricolage à grande échelle. Ce Carbon Score sera lancé en avril 2023. Il sera d'abord disponible sur 15% des produits vus du catalogue ManoMano. Il atteindra 40% d'ici fin 2023 et près de 70% en 2024. The Carbon Score concerne les produits à destination des particuliers et des professionnels avec le catalogue ManoMano Pro. Le Carbon Score est calculé à partir de l'analyse simplifiée du cycle de vie des produits commercialisés. ManoMano déclare que le format de son Carbon Score est pensé pour une lecture rapide et facile des consommateurs. La méthode de calcul du Carbon Score prend en compte l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie du produit. Collaboration avec Greenly pour établir le Carbon Score. ManoMano a fait appel à Greenly, spécialiste de la gestion digitalisée de stratégies bas carbone, pour développer une solution technique, le calculateur. Cet outil de mesure des émissions carbone repose sur le logiciel API produit par Greenly, adapté à l'offre de ManoMano. ManoMano a commencé à impliquer ses marchands et ses partenaires afin d'intégrer leurs données dans le calculateur et ainsi permettre de définir l'impact carbone de leurs produits. Toujours dans un objectif de consommation durable, ManoMano a lancé il y a quelques semaines son offre Seconde Vie. La vente de reconditionnés ou d'occasion reste confidentielle dans le secteur du bricolage avec des choix souvent limités, explique ManoMano. Le site propose des références dans toutes les catégories d'outils, de jardin et de salle de bain. En 2023, l'ambition est d'élargir cette offre, conclut le e-commerçant. Shein figure en tête des marques les plus populaires au monde, à lire sur fashionunited.fr en date du 19 janvier 2023. Aura été l'année de Shein. Controversée, décriée mais populaire, la marque chinoise d'ultra fashion s'impose en tête du podium des marques de mode les plus populaires au niveau mondial. Selon un rapport publié par money.co.uk, un site web de comparaison de prix basé au Royaume-Uni, Shein occupe la première place des marques de vêtements les plus recherchées sur Internet. Ainsi, sur les 12 derniers mois, le détaillant chinois de fast fashion était en tête des recherches dans 113 pays, dont la France, l'Australie, le Brésil, Chypre et l'Irlande. Avec un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros en 2021 selon Reuters, l'entreprise fondée en 2008 poursuit son évolution malgré les critiques. La plateforme chinoise a lancé une offre de seconde main entre particuliers disponible dans certains pays. Elle envisagerait même, selon le Wall Street Journal, de proposer une marketplace où d'autres marques pourraient exposer et vendre leurs pièces. L'entreprise chinoise détrône ainsi Zara qui occupait cette place en 2021. L'Espagnol
espagnole perd une place et devient la deuxième marque la plus populaire au monde. L'enseigne en tête des recherches dans 26 pays, dont son pays d'origine, l'Espagne, et aussi la Croatie, la Grèce, le Japon et la Turquie. Zalando conserve sa position de troisième marque de mode la plus populaire au monde. Qu'en est-il du luxe ? En quatrième position se trouve Nike, qui perd 2 places par rapport à 2021. Il s'agit de la marque la plus recherchée dans 10 pays, dont le Bangladesh, le Chili, le Laos, la Malaisie, la Mongolie, Samoa, la Slovaquie, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Timor-Leste. Autre marque de sport et éternel concurrent, Adidas obtient la première place dans 8 pays. Les marques de grande distribution qui disposent d'une importante offre en ligne font partie des premières places du podium. Il y a donc notamment Zara, Macy's, H&M, Uniqlo, Azos et Next. Quant aux marques de luxe, elles ont su se faire une place dans le classement. Dior progresse d'une position par rapport à l'année dernière. Et Chanel perd 2 places, tandis que Hugo Boss et Michael Kors font leur entrée dans le classement pour la première fois. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.